Alors, on va commencer aujourd'hui par une question écrite. Il y avait longtemps qu'on ne m'en posait plus. Et je remercie celle qui est fidèle à cette pratique. Alors, je lis son petit papier. De même que nous oscillons entre les stades du chameau, du lion et de l'enfant, c'est là les trois métamorphoses de Nietzsche dont on avait parlé il y a quelques années. De même, nous passons à tour de rôle par les trois genres de connaissances. Donc je retiendrai cela entre autres de notre cours. Bon, bien, très bien. Alors, donc c'est une question qui m'invite à opérer un rapprochement entre les trois métamorphoses nietzschéennes et les trois genres de connaissances chez Spinoza. Le rapprochement, effectivement, s'impose, hein, malgré toutes les différences. Hein, bon. Il s'impose surtout concernant la première phase et la troisième phase. C'est un peu plus ambigu concernant le stade 2. Encore que, c'est peut-être tort de dire ça. Nietzsche voit dans le stade 2 quelque chose que Spinoza ne pouvait pas voir à son époque. Donc le chameau chez Nietzsche, c'est l'homme qui porte les valeurs, qui imagine qu'il a des devoirs, qui pense que d'en haut lui viennent des obligations sacrées, donc qui va jusqu'au bout du sacrifice pour ses valeurs. Il n'y a pas de mépris chez Nietzsche, hein, à aucun moment dans ses descriptions. Hein. Ça a été une phase de l'humanité qui lui a permis de créer, d'être, je dirais, valeureuse, courageuse. Bon. Donc Nietzsche introduit peut-être une dimension plus positive dans le stade du chameau qu'on a chez Spinoza, qui aborde des choses de façon beaucoup plus intellectuelle. Donc le premier stade de Spinoza, le premier genre de connaissance, j'allais dire il a tous les défauts pour Spinoza, oui et non, parce qu'en même temps il est un point de départ. Hein. Et je vous avais dit déjà, il est très surprenant et peu de commentateurs ont fait cette remarque, même si j'ai pas lu, loin s'en faut, tous les commentateurs de Spinoza. Hein. J'ai lu beaucoup plus les commentateurs de Nietzsche. Mais concernant les commentateurs de Spinoza, je pense pas avoir souvent lu un étonnement concernant l'idée que le premier genre est un genre de connaissance. Ce premier genre de connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est l'illusion, c'est l'anthropocentrisme, c'est le finalisme, c'est le préjugé. Tout est faux en un sens dans le premier genre. Hein. Or, Spinoza appelle ça un premier genre de connaissance. Et ça s'explique de différentes façons, on l'avait vu. D'abord parce que c'est un point de départ obligatoire. Bon. Et qu'en même temps, il y a une sorte de vérité. On prend l'exemple de l'illusion, on l'avait déjà dit. Hein. Ce premier genre, au fond, l'erreur de ce... Entre guillemets, il n'y a pas d'erreur chez Spinoza, hein, mais l'illusion, disons, de ce premier genre, c'est précisément que celui qui en reste à ce stade-là croit qu'il connaît le monde, alors qu'en fait, il ne se connaît que lui-même. Il connaît l'effet du monde sur lui-même. Hein. Si je pense que le soleil est gros comme une pièce de 2 euros, je ne suis pas dans l'erreur, hein, mais je constate simplement l'effet du soleil sur mon cerveau, sur ma rétine et sur mon nerf optique et dans mon cerveau. Effectivement, il m'apparaît comme tel. Bon, on retrouve l'exemple du bâton dans l'eau qui paraît courbé chez Descartes. C'est pas une erreur. Hein. Les lois de l'optique sont telles que je ne peux pas voir autrement ce bâton. Là où l'erreur commence, c'est que lorsque je projette cette impression dans la réalité et que je pense que le soleil est vraiment grand comme une pièce de 2 euros ou que le bâton est vraiment courbé dans l'eau, que je pense avoir un savoir objectif que je n'ai pas. Bien. Alors, qu'est-ce que Nietzsche ajoutera à ces idées de Spinoza? Il ajoutera, je dirais, la volonté, en quelque sorte. Il ajoutera l'idée que dans ce que Spinoza appelait le premier genre de connaissance et que Nietzsche appelle le stade du chameau, il y a une grande force, hein, parce qu'on n'est pas dans le stade du doute encore. Hein, et là, le personnage de Socrate a beaucoup appris à Nietzsche. Il a passé sa vie à ausculter le personnage de Socrate. Bon. Le doute est merveilleux intellectuellement, en même temps c'est une faiblesse extraordinaire. Hein. Nietzsche a pris l'exemple du personnage d'Hamlet, hein, qui est paralysé totalement par le doute, hein, au point de ne plus savoir s'il doit continuer à vivre ou se suicider. Bon, être ou ne pas être, le doute est paralysant. Hein. Si je doute sans arrêt, je n'agis plus. Hein. Bon, j'ai besoin de certitude pour agir. Bien. Et donc, Nietzsche ajoute une dimension qui était absente au fond chez Spinoza, c'est la puissance de ce premier genre de connaissance. Quand je suis dans ce que plus tard d'autres appelleront l'illusion, mais que moi je crois être la vérité, j'ai une puissance d'action, j'ai des convictions, je suis dynamique, c'est tout le thème au fond du sacrifice aussi. Il y a des valeurs pour lesquelles je suis prêt à me sacrifier, hein, et ça a été la grandeur des hommes et des civilisations que d'aller jusqu'au bout de leurs convictions, quitte à en mourir. Donc Nietzsche va ajouter cette dimension.
Concernant le deuxième stade, je vais un peu vite parce que je voudrais arriver à notre commentaire d'aujourd'hui, le stade du lion. Alors je disais, c'est peut-être là qu'il y a le plus de différence entre Nietzsche et Spinoza, mais je nuance ce que j'ai dit un peu rapidement. Bon. Le deuxième stade, c'est la connaissance objective. C'est précisément le recul que je prends par rapport aux illusions du premier genre. Donc c'est la science, ce sont les mathématiques, ce sont les sciences de la nature, c'est la causalité que je découvre dans les phénomènes, en les purgeant de tout finalisme, de tout anthropocentrisme, de tout anthropomorphisme. Donc c'est le discours objectif dans toutes ses dimensions, dans toute sa grandeur. Bien. Alors, je disais... c'est très différent du stade du lion. Ben, je nuance. Oui, c'est différent, effectivement, puisque chez Nietzsche, le stade du lion est un stade de destruction. Bien. Le lion, c'est celui qui arrive dans le désert, le chameau se transforme en lion, et il va chercher un dragon à combattre, et le dragon porte sur toutes ses écailles la formule « tu dois, tu dois, tu dois, tu dois ». Donc c'est le débat entre Nietzsche et la morale de Kant, entre autres choses. Donc le lion, c'est le moment de la destruction. Bon. Je me rends compte que toutes ces valeurs auxquelles j'ai cru sont mes inventions, n'ont pas de réalité. Je découvre même que j'ai été manipulé par des gens intelligents qui m'ont fait croire à un certain nombre de choses. Bon. Alors, est-ce que c'est très différent? Oui et non. Oui, en un sens, c'est différent, bien entendu, puisque Spinoza voit de la positivité dans le deuxième stade et Nietzsche y voit surtout de la destruction. Mais ce que Nietzsche a appris du fait des 2 siècles de développement de la science entre le XVIIe et le XIXe, c'est que la science est aussi extrêmement destructrice. Destructrice de quoi? Mais destructrice de nos croyances. Bon. Destructrice de nos anciennes croyances. Bon. Nous avons avec la science un beau moyen pour périr, dit Nietzsche dans un texte de jeunesse. Bon, c'est une formule violente, mais trop souvent on ne voit dans la science que les constructions de la science, les théories scientifiques, le discours des savants. On oublie que la science est aussi une machine de guerre extraordinairement performante contre toutes nos croyances. Et le grand sociologue Max Weber résumera ça dans une formule célébrissime au début du XXe siècle. La science a produit le désenchantement du monde. Entzauberung en allemand. Le désenchantement du monde. Nos illusions, elles coloraient le monde. Bon, le monde était intéressant, il était beau, il nous regardait, on était important dans ce monde. Et puis tout d'un coup, je vous rappelle... pardon d'aller dans le trivial, mais enfin, de temps en temps, on est obligé. Tout le monde a entendu parler des 3 blessures narcissiques que Sigmund Freud a rendu célébrissime. En première blessure narcissique, les découvertes astronomiques du XVIIe siècle. On n'est plus du tout au centre de l'univers. On est quelque part perdu dans l'univers infini. Deuxième blessure narcissique, Darwin. On n'est pas du tout la créature centrale. On vient à un moment donné dans une très longue évolution. Et puis, on laissera peut-être la place à d'autres qui viendront après nous. Et puis Freud dit la 3e blessure narcissique, c'est moi-même, c'est la psychanalyse. On croyait être les êtres conscients et on s'aperçoit que la conscience est une toute petite partie de notre psyché et que nous sommes dominés par des instincts, des pulsions et un inconscient. Bien. Donc, Nietzsche a bien compris à la fin du XIXe siècle qu'effectivement la science, et c'est ça qui l'intéresse, pas seulement, mais particulièrement, c'est aussi un outil de destruction. Et qu'il faut donc aller d'une certaine manière au-delà de cette science. Et là, on rejoint avec le 3e stade une grande proximité, le stade de l'enfant chez Nietzsche et le 3e genre de connaissance dont pour l'instant je ne dis pas grand-chose parce qu'on va y consacrer toute notre étude au livre 5, pardon. Le 3e genre de connaissance, c'est un certain retour à l'innocence. Bon. Dans le 2e genre, j'ai opéré des jugements. J'ai en particulier, je dirais, décortiqué la nature et du même coup je l'ai rendue froide et je l'ai rendue un peu inintéressante, je l'ai désenchantée. Dans le 3e genre, je retrouve une sorte de magie, parce que je retrouve une union avec l'éternité, je retrouve du sens, je retrouve ma participation à la totalité, je me débarrasse définitivement des notions de bien et de mal. Alors c'est vrai que dans le 2e stade déjà je me suis un peu débarrassé. La science elle est neutre, pour employer un grand mot, elle est neutre d'un point de vue axiologique. Le fait que la lune soit-elle dans le ciel, c'est ni bien ni mal, c'est ni bon ni mauvais, c'est ni beau ni laid. La science pure, c'est le discours objectif qui évacue les jugements de valeur. Bien, mais en même temps,
je dirais, elle vit dans le prolongement du premier genre, et donc elle ne nous débarrasse pas totalement de ces notions. Donc le troisième stade, et là je vois grande proximité entre Nietzsche et Spinoza, le stade de l'enfant. L'enfant, alors j'ai consacré un article entier, une conférence, qui devient un article qui va être publié dans quelques semaines, que j'ai appelé Au-delà de l'homme, l'enfant, ou Nietzsche, l'enfant, le retour. Enfin, il y a 2 ou 3 titres différents, selon la conférence ou l'article. Là, je prétends que presque tout Nietzsche est dans une phrase d'une vingtaine de mots, et que je suis le seul à avoir compris, bien entendu. L'enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un oui sacré. L'enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un oui sacré. Voilà. Je suis capable d'écrire un livre entier sur cette phrase. C'est dans les 3 métamorphoses du Zarathustra. Hein. C'est dans le passage qui concerne l'enfant. Dans les 3 métamorphoses, c'est le premier chapitre du premier livre d'Ainsi parlait Zarathustra. Donc il a une place à part. Hein. Après le prologue, c'est le vrai début du Zarathustra. C'est là que Nietzsche dit « Nous avons été chameaux, lions et enfants ». Et cette phrase, elle résume ce que Nietzsche nous dit de l'enfant. Hein. L'enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un oui sacré. Bon. Et bien on est très près de Spinoza. Hein. C'est l'éternité que l'enfant atteint, que l'enfant Nietzsche a atteint par le biais de l'innocence. C'est la réconciliation avec le monde, ce fameux oui sacré, une philosophie de l'approbation qui nous fait parfaitement comprendre comment Nietzsche, quand il découvre Spinoza en 1880-81, est fasciné parce qu'il a l'impression, pour la première fois de sa vie, et il écrit à son ami Overbeck une lettre qui met les larmes aux yeux de tout homme sensible. Il écrit une lettre sublime dans laquelle il dit à son ami Overbeck « Je suis plus tout seul. Hein, bon, j'ai un frère. J'ai un frère, il s'appelle Spinoza. On a les mêmes idées, on partage l'essentiel. » Ce qui est tout à fait extraordinaire. Alors que Nietzsche avait simplement lu un livre sur Spinoza. Hein. Mais qu'est-ce qu'il aurait dit si vous avez ben oui, mais bon, on se rencontrera dans une autre dimension. Bien. Voilà, donc je pense avoir répondu à la question qui était posée, qui était une belle question sur ces rapprochements. Et il y a beaucoup à dire sur il y aurait beaucoup à dire sur les relations entre Nietzsche et Spinoza. Voilà, ça pourrait être l'objet d'un livre entier que j'écrirai peut-être. Oui, je vous écoute. Oui. Le oui sacré, ça veut dire qu'il faut qu'on redevient comme un enfant. On accepte de faire partie d'un tout et de n'être que ça finalement, mais tout ça. Non, c'est ça? C'est une façon très convenable de dire cela. Alors, je ne réponds pas parce que ce sera le livre 5, hein, mais vous avez résumé à peu près les choses, effectivement. C'est pas une résignation comme l'impression qu'on a chez le stoïcisme. Il ne s'agit pas simplement de supporter le réel parce qu'on ne peut pas faire autrement, il s'agit de l'aimer. Il s'agit de l'aimer. Et de quoi va vous parler Spinoza, livre 5? Amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'accepter, de se résigner. Il s'agit d'aimer cette réalité, dans laquelle il y a pourtant des choses épouvantables qui nous heurtent profondément. On est malade, on divorce, etc. Bon, eh bien non, elle est merveilleuse cette réalité, j'en redemande et je veux la revivre une infinité de fois. Bon, c'est la plus grande philosophie de l'approbation qui se puisse concevoir. Nietzsche dit dans Ecce Homo, prononce dans Ecce Homo une formule extraordinairement forte, là aussi peu commentée, à part moi. Nietzsche dit le retour éternel, c'est la formule d'approbation la plus haute que l'on puisse concevoir. La formule d'approbation la plus haute. Et je crois que c'est un très bon accès à la compréhension de ce qu'est le retour éternel. C'est une formule d'approbation, hein, comme chez Spinoza. Formule d'approbation la plus haute. La plus haute, c'est-à-dire on peut pas faire mieux au niveau approbation. Hein, ça va au-delà encore de Spinoza, hein, puisque l'éternité de Spinoza, elle ressemble quand même à une éternité théologique, alors que l'éternité nietzschéenne, c'est une éternité dans l'instant, c'est le retour éternel de ma vie dans toutes ces dimensions. Voilà, donc je m'arrête là pour entamer donc le commentaire des propositions que j'ai isolées. Alors,
préambule nécessaire, comment se fait-il que dans ce livre 4 de l'éthique, on va trouver des propositions politiques que je vais vous commenter assez rapidement parce qu'elles ne présentent pas de difficultés majeures, je dirais dans leurs détails, c'est leur existence même, au fond, qui est un petit peu problématique. Bon. Qu'est-ce qui amène Spinoza à consacrer dans le livre 4 une partie des propositions de ce livre 4 à la politique, qui pourrait pu être absente finalement du livre. Hein. Bon, l'éthique, c'est, on dirait aujourd'hui, j'espère ne pas faire injure à Spinoza, c'est un livre de développement personnel. Bon, c'est un livre de développement personnel. Donc la dimension politique, elle n'est pas première ou prégnante, elle est même accessoire finalement. Bien. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Pourquoi ces propositions politiques sur la cité, sur les relations entre les hommes, dans ce livre qui est consacré à la servitude, hein, et qui font contrepoint par rapport à tout ce qu'il est dit de cette servitude. Alors, quelques réponses, mais ma liste ne sera pas exhaustive, il y en a beaucoup d'autres de réponses aussi. Bon. Une première réponse, elle est liée au conatus, hein, à l'effort pour persévérer dans son être, à la notion de puissance. Bon. Spinoza est conscient, comme le seront tous les philosophes qui ont réfléchi un petit peu sur la politique, qu'on a tous une impression naïve. Il est difficile d'échapper totalement à cette impression. On a tous l'impression que ma puissance d'agir, ma liberté, même si ce terme est un peu gênant, mais ici on peut malgré tout l'utiliser, elle est diminuée par le fait de me retrouver dans une société organisée. Bon. Une société organisée, c'est une société pleine d'interdits. Bon. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. L'éducation, c'est on passe sa vie à émettre des interdits envers nos enfants. Bon, dès que je me retrouve avec d'autres hommes, tout d'un coup, je suis entravé, je suis ligoté. Il y a quantité de choses que je ne peux plus faire. Et j'imagine naïvement que si la société n'était pas là, j'aurais cette puissance extraordinaire, cette magie, tout serait possible, toutes les voies seraient ouvertes devant moi. Donc la société, c'est quelque chose qui m'entrave, etc., etc. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle Spinoza me semble contraint au livre 4, parce qu'il a parlé de conatus, parce qu'il a parlé de puissance tout au long des livres 3 et 4, de venir s'attaquer à ce fantasme, parce que c'est un fantasme, bien sûr, on le montrera très simplement, mais à ce fantasme ancré profondément en nous, hein, et je dirais inévitable d'une certaine manière. Hein. La société vient limiter un certain nombre de mes prérogatives pour vivre avec d'autres. Hein. Ma liberté s'arrête où commence celle des autres, suivant la célébrissime formule. Hein. Donc elle s'arrête. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une limite qui apparaît, qui n'aurait pas été là si nous n'étions pas dans une société organisée, avec ses lois, ses règles, ses punitions, etc., etc. Bien. La deuxième raison, me semble-t-il, à ces propositions politiques, c'est que le raisonnement... les raisonnements les plus profonds de Spinoza pourraient donner l'impression qu'on est devant une philosophie égocentrique. Je parlais un peu ironiquement de développement personnel. Bon, Spinoza, c'est quelqu'un qui semble me dire « je ne dois m'intéresser qu'à mon propre ressenti, le critère de mon action c'est la joie ». Alors la joie est un sentiment personnel, intime. Hein, la joie, c'est pas la compassion, c'est la joie. Hein. Bon, l'autre semble absent de ce sentiment qu'est la joie. Bien. Donc, la deuxième raison de ces propositions politiques, c'est que Spinoza doit corriger une impression que peut avoir le lecteur devant sa philosophie, qui est que Spinoza est un égocentrique forcené qui ne s'intéresse qu'à l'individualisme. On serait devant un hyper-individualisme. On serait presque chez Max Stirner, si vous voulez, le grand anarchiste individualiste du XIXe siècle. Hein. Et j'ai fait le rapprochement dans des cours antérieurs entre Spinoza et la formule magnifique de Stirner, hein, le tigre qui se jette sur moi pour me dévorer a raison, moi qui le tue, j'ai raison. Bien. Eh bien, Spinoza n'aurait pas écrit une telle phrase, parce que, bien entendu, dans ce qui serait un état de nature
la phrase a du sens, hein, les gros poissons mangent les petits, comme dit Spinoza, et chacun essaye d'échapper aux prédateurs. Bon. Mais Spinoza n'est pas Max Stirner. Hein, bon. Max Stirner sera un anarchiste individualiste qui me demande de ne compter que sur mes propres forces et de ne penser qu'à moi dans mes actions, autrui faisant d'ailleurs partie de moi pour Max Stirner. Bon, si je vais vers autrui, c'est parce que ça m'intéresse. Hein, je vais vers toi parce que tu m'intéresses et parce que tu m'apportes quelque chose, et tout le reste, ce sont des salades et des fariboles, dit Max Stirner. Bon, Spinoza n'est pas du tout dans cette dimension de philosophique. Hein, bon. Donc il est obligé de montrer que la présence des autres autour de moi, dans une société rationnelle et organisée, c'est une augmentation de ma puissance et c'est pas du tout une entrave, et que bien entendu l'homme raisonnable, c'est pas un homme qui est replié sur lui-même, mais qui est au contraire en dialogue avec d'autres êtres de raison. Donc c'est cette notion de raison. Et puis la troisième explication, je m'arrêterai là, il y en aurait beaucoup d'autres sans doute, mais une troisième explication, ça serait le rapport de Spinoza avec un philosophe qu'il admire considérablement, qui est l'anglais Thomas Hobbes. Hobbes est le premier philosophe politique, au fond, qui a construit l'hypothèse d'un état de nature, qui aura un succès fou. Tous les philosophes reprendront cette hypothèse. Qu'est-ce que c'est que l'état de nature? C'est ce que serait la vie des hommes s'il n'y avait pas de société organisée. La jungle, en quelque sorte. Bon. Donc, Hobbes, peut-être parce qu'il a vécu la révolution politique anglaise, c'est-à-dire l'anarchie, hein, à un moment donné, dans les sociétés, quand elles se déglinguent, elles retombent dans un état inorganisé, où il n'y a plus que les rapports de force qui jouent entre les hommes. Donc, il y a des très belles phrases de Hobbes qui montrent que pour Hobbes, l'état de nature, c'est moins un état originaire qu'une menace permanente. Il y a une très belle phrase dans le Léviathan où il dit l'état de nature, menace permanente qui pèse sur les sociétés. Bon, c'est moins une origine que un horizon possible, hein, quelque chose dans lequel on risque sans cesse de tomber. Ben, regardez l'Ukraine en ce moment, hein, et regardez les multiples exemples autour de nous. Bien, on ne se rend compte des bienfaits de l'état de société que quand tout se défait, quand tout se déglingue et qu'on se retrouve livré à ses propres forces et qu'on n'a plus personne à appeler au secours quand on est en danger et que chacun fait ce qu'il peut avec ses propres forces et ses propres moyens. Donc, cet état de nature, Hobbes en a été un remarquable théoricien. Il a construit toute sa philosophie politique avec cet immense livre qui s'appelle le Léviathan, qui est le chef-d'œuvre absolu de la philosophie politique, à mes yeux. Mais on n'est pas obligé de partager mes goûts, mais je vous dis quand même ce que sont mes goûts. Pour moi, c'est le top. Hein. C'est au sommet du top 10 de la littérature politique de tous les temps. Donc, Spinoza a été un grand admirateur de Hobbes, et vous allez voir que au paragraphe 73, il dialogue avec Hobbes et avec cette idée d'état de nature. Donc voilà, me semble-t-il, quelques-unes des raisons qui expliquent pourquoi il est important pour Spinoza d'aborder la philosophie politique. Il l'avait fait dans deux autres ouvrages. Il l'avait fait dans deux paragraphes seulement, ou deux petits chapitres, on peut appeler ça par chapitre, du traité théologico-politique. Hein, le Tractatus Theologico-Politicus, c'est le nom latin, le traité théologico-politique. C'est un ouvrage assez curieux qui est composé de 18 chapitres sur la religion, qui sont très beaux, très forts, sur la liberté de penser, où Spinoza défend l'idée d'un droit de commenter les textes sacrés, d'en débattre. Bon, c'est un texte absolument merveilleux. Et l'ouvrage, curieusement au lieu de certains, mais en fait c'est assez logique, se termine par deux chapitres, le 19 et le 20, qui sont les plus beaux textes politiques que Spinoza ait jamais écrits. C'est vraiment des merveilles. Chapitre 19, chapitre 20, où Spinoza dit, en deux mots, « Je garde ma liberté de penser et de juger, mais bien entendu, en société, je renonce à gérer ma vie suivant mon propre décret. » Je prends un exemple très simple, je peux penser que la limitation à 130 sur autoroute est une aberration, mais je respecte la limitation à 130.
Ou alors on tombe dans l'état de nature. Je roule à 150, quand la police m'arrête, j'essaye d'échapper au barrage de police, quand on m'envoie un PV, je le déchire, quand on m'envoie les huissiers, je leur tire dessus. Hein. Bon, non, je n'ai pas le droit de vivre suivant mon propre décret. Bon. J'ai le droit de juger, j'ai le droit d'interpeller le pouvoir. Hein. Je peux faire une association 1901 contre la limitation à 130 et faire des pétitions, ça c'est tout à fait républicain. Donc Spinoza est un grand philosophe de la République, mais je n'ai pas le droit d'agir suivant mon propre décret. Et ça, c'est un message merveilleux. J'avais écrit un article au Monde, bien sûr, mais le Monde n'a jamais publié un seul article que je lui ai envoyé, et j'en suis très fier. Au moment où un certain nombre de soi-disant politiques au moment des fameuses lois Pasqua, vous avez eu dans le journal une liste de 50 personnes qui disaient « Nous désobéirons aux lois Pasqua ». Mais les lois Pasqua, je faisais remarquer au journal Le Monde que ce n'était pas les lois Pasqua, c'était les lois de la République, votées par le Parlement. Bon, qu'est-ce que c'est cette histoire de mettre un nom propre à une loi? Une loi, elle n'a pas de nom propre. C'est la loi de la République. Bon, donc on peut faire une pétition en disant il faut changer cette loi, etc. Mais c'est aberrant. C'est une aberration, je vous le garantis. Et je suis prêt à en débattre avec n'importe qui pendant autant de temps qu'il faudra. On n'a pas le droit de dire je vais désobéir à la loi et j'ai raison. Bon, c'est pour ça que j'ai écrit, vous le trouvez sur mon site internet, j'ai écrit un article qui a beaucoup provoqué de polémiques, hein, qui s'appelle « Antigone, ancêtre des droits de l'homme ou préfiguratrice des théories de la terreur hein. ». Pour moi, c'est une terroriste, Antigone. Hein. Alors, c'est très mal vu. Alors, dans l'éducation nationale, imaginez un peu comment on m'a regardé pendant 40 ans. C'est l'idole, Antigone, on la ressort à droite, à gauche, du fond du panier. Bon, non, c'est une terroriste. Hein. Bon, elle n'a pas le droit de désobéir aux lois de la République. Et je vous rappelle au passage que Sophocle, et ça, évidemment, aucun enseignant ne le rappelle, Sophocle, quand il écrit Antigone, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le grand Sophocle? Il est en train d'écrire un texte. À quelle époque vit-on? On vit à l'époque où on passe des anciennes sociétés aristocratiques, hein, où tout se décidait dans les palais, dans le secret, à la démocratie athénienne. Bon. Donc, le personnage qui représente Sophocle, c'est Créon, qu'on nous présente comme un salopard, un horrible bonhomme, qui essaye d'appliquer simplement la loi, en disant, il y a une loi, Antigone, il aime bien, c'est sa nièce, mais elle a désobéi à la loi. Bon. Et Antigone, c'est quelqu'un qui se dit, ben non, c'est moi qui ai la vérité. Donc, alors on est exactement dans le terrorisme. Bon. Que vous dites un islamiste aujourd'hui, il vous dit, oui, c'est un peu gênant de mettre une bombe qui tue 150 personnes, mais c'est le djihad, Dieu le veut, et j'ai raison. Hein, bon. Que se passe-t-il si chacun d'entre nous donnons nos propres décrets, nous agissons suivant nos propres certitudes, ben, ça va très mal dans la société. Hein. Donc, vous avez vraiment ce très beau chapitre, ces beaux chapitres 19 et 20, où Spinoza dit, bien entendu, le pouvoir peut se tromper. Il peut se tromper, il n'est pas omniscient, il n'est pas divin. Donc je l'interpelle, mais tant que la loi est la loi, j'y obéis. Alors bien sûr, il y a des cas limites qui sont toujours opposés à Spinoza. Est-ce qu'il fallait obéir aux lois de Pétain, etc. Bon, le raisonnement ne vaut que pour un système républicain qui est voulu par le peuple, je dis républicain plutôt que démocratique, on peut très bien, effectivement, admettre, même si c'est très dangereux, qu'il y a des exceptions. Pourquoi c'est très dangereux? Bon, parce que moi qui suis corse et qui ai vécu en Corse pendant 14 ans de ma vie, mes amis nationalistes ont un raisonnement subtil, mais en fait purement sophistique, qui consiste à dire, c'est pour ça que certains se sont appelés résistenza. Il dit, mais au fond, nous autres, membres du FLNC, nous sommes les résistants d'aujourd'hui. Hein. Ceux qui mettaient des bombes sur les voitures italiennes de l'occupant italien ou devant les bâtiments occupés par l'armée d'occupation italienne, on les appelait des terroristes. Aujourd'hui, ils ont leur nom hein, sur les places publiques, leur statut, ce sont des héros. Ben nous, demain, nous serons les héros de demain. Mais ce discours-là, malgré la sympathie que j'ai pour beaucoup de nationalistes qui sont mes amis, c'est un discours terroriste. C'est le discours d'Action Directe en France. Que font les terroristes qui tuent le directeur de Renault? Il dit, mais on ne tue pas le directeur de Renault. On tue un ennemi du peuple. Hein. Demain, nous aurons nos statuts sur la place publique. Nous serons considérés comme les héros qui ont libéré la France de cet horrible personnage qui exploite le prolétariat. Bon, attention.
Soyons très prudents. Hein. Bon, si j'accorde à des hommes le droit de tuer, le droit de faire n'importe quoi, parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison, ils ont raison contre les lois de la société et de la République, tout est possible et tout est... Donc, moi, je suis obésien, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a moins de danger du côté de Hobbes que du danger de ceux qui, du côté de ceux qui nous incitent à sans arrêt contester, remettre en cause et puis agir suivant nos propres caprices. Oui, Alex. Ce que vous dites là est valable aussi essentiellement pour la liberté d'expression. Oui. La liberté d'expression n'est jamais totale. Elle est limitée par la loi. S'il vous plaît, écoutons-nous. Allez. Et oui, parce que vous parlez. Allez, Alex, écoutons Alex. S'il vous plaît. Oui, donc je disais que ce que vous soulevez comme problème est valable pour la liberté d'expression. C'est-à-dire que la liberté d'expression ne peut pas être totale. Elle doit être limitée par les lois de la République. Et donc, la question qui se pose est, souvent on entend dire, moi c'est ma liberté d'expression. Ça ne veut rien dire, ça. Exactement. Sinon, si vous avez le droit d'insulter, de diffamer... Exactement. Voilà. Alors... Et puis, il y a aussi le phénomène inventé par Locke, qui est la désobéissance civile. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est tous un peu romantiques, on est tous un peu... sensibles à ces grands personnages qui, à un moment donné, ont osé s'insurger. C'est la fameuse opposition du légal et du légitime. Bon, la question, c'est de savoir, et Hobbes a remis en question cette opposition, et Spinoza est tout à fait sur la même ligne que Hobbes. Bon, elle est très belle, cette opposition, effectivement, parce qu'on a tous tendance à penser qu'à un moment donné, la loi peut être scandaleuse, etc., et que du même coup, il faudrait désobéir à cette loi scandaleuse. Bon, mais la question est de savoir, si vous voulez, qu'est-ce qui me donne la capacité, moi individu ou petit groupe d'individus, de remettre en cause la légalité, au fond, hein, et c'est bien ça la question. Hein, qui suis-je pour faire cela? Et là, on s'aperçoit que, bon, alors, Hobbes est très mal compris. Moi, j'ai beaucoup étudié Hobbes. Que se passe-t-il? Je vous renvoie à mon article. Hein, je pense que c'est un article honnête et sur Antigone, vous le trouvez sur mon site internet. Il a été très commenté justement en Corse par mon ami Talamoni et quelques autres qui évidemment n'ont pas été tout à fait d'accord pour une fois. On n'a pas été d'accord. Mais bon, bref, que dit Hobbes? Il dit, que se passe-t-il effectivement? Supposons, il n'a pas écarté du tout cette hypothèse, supposons que le Léviathan, c'est-à-dire l'État, voulu par le peuple, devienne fou, et prenne des décisions aberrantes et agissent contre la volonté générale. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un raisonnement extrêmement simple. Un Léviathan qui agit ainsi n'est plus un Léviathan. C'est-à-dire qu'il agit il nous domine non pas par la raison, mais par la force. Donc on est dans l'état de nature, et dans l'état de nature, c'est chacun pour soi. Il a le droit de me tuer, moi j'ai le droit de le tuer. Voilà. On n'est plus dans un état de société. C'est ou bien ou bien. Et le raisonnement de Hobbes, il est catégorique. C'est ou bien ou bien. Hein. Ou bien on est dans un état de société organisée, et je n'ai pas le droit d'agir suivant mon propre décret, ou bien on est dans un faux état de société. Hein. Il y a des faux états de société qui ressemblent, comme le Canada Dry à l'alcool, à un état. Alors, à ce moment-là, on est dans un état de nature, en réalité, qui n'est plus un état politique. Hannah Arendt sera totalement admirative de ce raisonnement. Hein. Hannah Arendt nous dira, faites très attention au fait que ce qu'on appelle un état fort, c'est un état faible. Elle a totalement raison. C'est un état qui n'est plus respecté, qui a besoin de menacer en permanence les citoyens pour continuer à jouir de ses prérogatives. Ça veut dire qu'on est dans un état de nature. Dans un état de nature, il n'y a plus ni bien ni mal. Il n'y a plus ni juste ni injuste. On va y venir tout à l'heure. Bon. Et donc, à ce moment-là, le problème ne se pose même plus. Je veux dire, la question ne se pose même plus. Donc, Hobbes c'est pas du tout quelqu'un, c'est une caricature que j'ai souvent dénoncée, je ne suis pas le seul. Certains qui s'attaquent à la pensée de Hobbes, ce sera le cas de Rousseau. J'aime beaucoup Rousseau, à bien des égards, mais pas du tout dans son débat avec Hobbes, où il est menteur, tricheur, hypocrite. Enfin, c'est une horreur, le débat de... Ah ouais, non, c'est une horreur sans nom. Bon. Il reprend presque toutes les positions de Hobbes, et il fait semblant d'être en désaccord, il le caricature. Bon. Donc une caricature
classique de Hobbes, c'est que Hobbes serait cet horrible personnage qui nous demanderait d'obéir tout le temps. Il faut obéir à Staline, il faut obéir au dictateur. Non, il n'a jamais dit ça du tout. Bon, Hobbes nous dit que ce qui fait la puissance de Léviathan, c'est justement que nous le voulons. Le Léviathan rassemble nos forces, il hérite de nos forces. Il est la somme de chacune de nos forces. Bon. Il n'a aucune autre force que nous. Bon. On n'est plus dans un état de nature, ce qui fait la puissance, et Hannah Arendt sera une grande disciple de Hobbes. Bon. La puissance de Léviathan, c'est notre puissance à nous. Bon. Tout pouvoir, je vous rappelle une formule sublime de la grande Hannah Arendt, tout pouvoir est de consentement. Tout pouvoir est de consentement. Il n'y a pas, sinon on n'est plus dans le pouvoir. On est dans la force. Et Rousseau alors, un mot, ce Rousseau, l'horrible Rousseau ici, dans ce cas-là. Il n'est pas toujours horrible, mais il est quelquefois quand même. Là, il est vraiment horrible. Parce qu'il s'attaque à Hobbes, c'est qu'il fait un raisonnement dans le fameux chapitre, c'est le 6 ou le 8, enfin, au début du contrat social, il fait un raisonnement bien connu qui consiste à dire quelqu'un qui vient me menacer avec ma bourse, c'est pas quelqu'un qui a du pouvoir sur moi, c'est quelqu'un qui me menace. Bon, je cède à la force, mais dès que la force a disparu, évidemment, j'ai plus du tout de raison d'obéir à cet individu. Et si on vient vous braquer et que vous avez votre carte bleue dans la poche arrière, vous n'allez pas courir après le voleur en disant « Oh, vous avez oublié ma carte bleue !» Bon, vous n'avez aucun devoir envers cet homme-là, vous avez cédé à la force, point final. Ben, ce raisonnement de Rousseau, il est typiquement hobbésien. C'est du Hobbes à 200%. Hein. Donc Rousseau qui prétend s'attaquer à Hobbes, il reprend exactement les raisonnements de Hobbes. Effectivement, dans ce moment-là, on est dans un état de nature. Quelqu'un qui vient vous menacer, et Locke, qu'on présente toujours comme l'adversaire de Hobbes, et ça aussi j'ai plaisir à le rappeler souvent, on le présente comme le gentil John Locke alors qu'il aurait le méchant Thomas Hobbes. Eh bien John Locke, dans le traité du gouvernement civil, dans le second traité du gouvernement civil, qui est un beau livre, fait un raisonnement très proche lorsqu'il parle de l'autodéfense en disant quelqu'un pénètre chez moi la nuit, il se met en état de guerre avec moi tout simplement, il me déclare la guerre, tant pis pour lui, hein. Bon, je le tue d'abord, on discute après. Hein. Bon, voilà, il dit pas ça, mais ça revient presque à ça. Bon, parce que peut-être qu'il veut simplement me voir. Alors après, vous aurez des grands titres dans la presse, un pauvre petit voleur qui voulait simplement piquer un magnétoscope a été tué pour un magnétoscope. Mais moi, est-ce que je sais qu'il en veut seulement un magnétoscope? Est-ce qu'il veut pas violer ma femme et mon fils? Est-ce qu'il veut pas me découper à la tronçonneuse? Je sais pas, on n'a pas. Je vais pas lui dire, attendez, on discute un peu. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, le magnétoscope, d'accord. Bon, non. Il m'a déclaré la guerre. Il prend ses risques. On est dans l'état de nature. Et Locke a marqué complètement les États-Unis d'Amérique, qui ont une autre vision de ce problème que le nôtre, comme chacun sait. Bon, je ne dis pas forcément que il faut prendre l'exemple des États-Unis, mais voilà. Donc ça, c'est très intéressant, parce que Locke, qu'on présente comme l'antithèse de Hobbes, il reprend exactement la même chose. Le ou bien dont je parlais tout à l'heure. Hein, ou bien. Bon. Je suis dans un état de société, quelqu'un qui vient utiliser la force pour m'extorquer quelque chose, il me déclare la guerre. Hein. On se retrouve dans un état, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de moyen terme. Je vous défie de trouver un mixte entre l'état de nature et l'état de société. Ou bien on est dans un état de société organisée, c'est-à-dire qu'on a décidé tous ensemble de renoncer à la force physique, à la puissance physique pour obtenir quoi que ce soit, hein, bon, et peut-être aussi à la ruse morale d'ailleurs, en relation à la force dans toutes ses dimensions. Hein. On essaye d'obtenir ce qu'on a envie d'obtenir à travers un système régulé. Hein, bon, moi j'ai beaucoup utilisé l'exemple du sport dans mes cours de philosophie. Hein, bon. Vous rentrez sur un terrain de football, il y a des règles. Hein, bon. Hein, et vous n'allez pas casser la gueule à l'arbitre parce qu'il vous a sifflé hors jeu et qu'il a refusé votre but. Hein, bon, non, on peut jouer que s'il y a des règles. Et supposer tout d'un coup que certains refusent, je donnais cet exemple à mes étudiants, hein, à un moment donné, on a changé la règle du hors-jeu au football. Hein, pour être hors-jeu, il fallait être... on était hors-jeu si on était sur la même ligne que le dernier défenseur. Et puis la règle a changé, on peut être sur la même ligne, mais on peut être devant. Bon, imaginez deux équipes qui naissent sur le terrain. Une des deux équipes, elle veut pas de la règle. Donc l'arbitre siffle un hors-jeu, et l'équipe dit non, il n'y a pas hors-jeu. Hein, bon, ça finit en pugilat. Comment vous voulez que ça finisse autrement, hein? On ne peut pas jouer si on n'a pas les mêmes règles.
On ne peut pas jouer si on n'a pas les mêmes règles. Hein. Bon. Donc la règle, elle n'est pas sacrée, elle n'est pas divine, elle est ce qui nous permet de jouer ensemble, ni plus ni moins. Il ne faut pas la sacraliser, la règle. Hein. C'est ce qui nous permet de jouer ensemble. On ne peut pas jouer ensemble si on n'a pas les mêmes règles. Imaginez. Prenez l'exemple d'un jeu de société, d'un sport. Hein, bon, on ne peut pas jouer à la belote si celui avec qui vous jouez à la belote pense que le 8 est supérieur au valet en atout. Hein, bon, ça finira en bagarre générale. Hein, bon, il faut les mêmes règles. Hein, bon, les règles ne sont pas sacrées. Et donc le pouvoir, le Léviathan, c'est celui à qui j'ai confié le soin de faire appliquer ces règles, parce que certains individus, effectivement, cherchent à désobéir et à tricher. Voilà. Mais nous sommes tous d'accord. Tout pouvoir est de consentement, dira Hannah Arendt dans une phrase éminemment obésienne. Bien. Alors, je commence rapidement. La proposition 18, qui semble, dont le scoli sera intéressant. La proposition elle-même peut sembler loin de la politique, elle ne l'est pas forcément. Un désir qui naît de la joie est plus fort, toute chose égale, qu'un désir qui naît de la tristesse. Alors, le sous-entendu, c'est qu'effectivement, la joie est synonyme de puissance, ça nous en avons souvent parlé, je n'y reviens pas, mais que la joie va trouver, je dirais, son sommet dans la vie organisée et dans la vie avec d'autres. Au fond, je suis plus facilement dans la joie quand, entourés de plusieurs individus, nous augmentons ensemble notre puissance d'agir, que dans un état de nature où nous sommes concurrents, où nous sommes rivaux, où chacun va ôter finalement de la puissance à l'autre. Donc je lis la deuxième partie du scoli. Si par exemple deux individus entièrement de même nature se joignent l'un à l'autre, ils composent, c'est au milieu à peu près de la page 237 dans l'édition Garnier, ils composent un individu 2 fois plus puissant que chacun séparément. Rien n'est donc plus utile à l'homme que l'homme. Les hommes ne peuvent rien souhaiter qui vaille mieux pour la conservation de leur être que de s'accorder tous en toutes choses, de façon que les âmes et les corps de tous composent en quelque sorte une seule âme et un seul corps, de s'efforcer tous ensemble à conserver leur être et de chercher tous ensemble l'utilité commune à tous. D'où suit que les hommes qui sont gouvernés par la raison, c'est-à-dire ceux qui cherchent ce qui leur est utile, sous la conduite de la raison, n'appètent rien pour eux-mêmes, qu'ils ne désirent aussi pour les autres hommes, et sont ainsi justes, de bonne foi et honnêtes. Bien. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans un raisonnement moral, une fois de plus, c'est ça qui est assez fascinant. Hein. Je cherche à augmenter ma puissance. Bon. Quand on est dans un état de concurrence où, facteur aggravant, les passions, les émotions sont les moteurs de nos actions, lorsque nous sommes dans les passions tristes, pour reprendre le vocabulaire cher à Spinoza, eh bien, nous avons l'impression naïve de développer des actions et de développer notre force, mais en réalité, nous sommes amoindris par tout ce qui nous entoure. Nous sommes dans une sorte de concurrence, et je vous rappelle la façon dont Spinoza a défini à sa manière très simple l'état de nature. Les gros poissons mangent les petits. Bon, mais vous remarquez, si vous réfléchissez 30 secondes, que gros et petit sont des notions relatives. Hein. Le gros poisson mange les petits, mais il est mangé par un plus gros que lui, qui est mangé par un plus gros, etc., etc. On appelle ça la chaîne alimentaire en biologie. Hein. Bon, donc peut-être qu'il y a 2 bouts de la chaîne dramatique, avec tout en haut un prédateur qui ne craint personne, et il semble bien que ce soit à peu près vrai, et tout en bas une pauvre petite bestiole qui est la proie de tout le monde et qui elle-même ne s'attaque à personne. Bon, oui, pourquoi pas, hein, mais entre les deux, chacun... Alors il y a un exemple que j'adore, je vous l'avais déjà donné, j'avais appris ça quand j'ai fait un peu de psychologie. On s'est amusé à filmer des poules dans un poulailler, hein, dans une cour de ferme. Hein. On leur a mis des petits numéros à ces poules, hein, et on les filme pendant plusieurs semaines. Ah, donc il y a la numéro 1, la 2, la 3, la 4. De quoi s'aperçoit-on? Enfin, on remet le numéro après, pardon, je m'exprime mal. Hein, on les observe. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a une poule qui est le number 1 du poulailler. Elle attaque tout le monde, elle n'est jamais attaquée par personne. Jamais. Hein. La numéro 2 attaque tout le monde, mais elle est attaquée par la numéro 1. La numéro 3 attaque tout le monde, mais elle est attaquée par la 1 et la 2. Et la 50 va chez le psy, bien évidemment.
Elle est dans un état absolument dépressif. Elle attaque personne et elle se fait massacrer par tout le monde. Ça c'est fascinant. Et on n'a pas d'explication véritable parce qu'on ne trouve pas des différences de force ou de puissance particulières, une sorte de hiérarchie qui est intangible, hein, de la 1 à la 50. Bon, donc, moi j'ai souvent pensé à cette image quand je lis la phrase de Spinoza, les gros poissons mangent les petits. Bon, les poules attaquent les poules. Hein, bon, donc, mais la poule qui est attaquante, elle est en même temps attaquée, sauf la numéro 1 qui est jamais attaquée par personne et la 50 qui est attaquée par tout le monde et qui attaque personne. Bon, donc voilà, l'idée est très simple. Hein. Donc l'idée de Spinoza, c'est que la vie organisée par le biais de la raison, c'est la raison qui me permet de me relier. Hein, bon. La passion est un facteur de séparation. C'est un facteur qui me pousse à la concurrence et au conflit, inévitablement, bien entendu. Hein. Donc Spinoza a réhabilité le désir, j'en parlerai l'an prochain dans le thémar que j'organise à la Garde, où je ferai venir Raphaël Enthoven, mais je vous en parlerai avant qu'on se quitte, je vous donnerai la date, ça sera mon invité l'an prochain. Donc Spinoza fait partie de ces philosophes qui ont réhabilité le désir, comme l'avait fait Hobbes avant lui, je parlerai plutôt de Hobbes l'an prochain, enfin là, en octobre prochain, mais en même temps il est conscient de la dangerosité, je dirais, du désir et du fait que le désir nous met dans des relations négatives, de violence, etc. Bon. Donc ce qui me relie véritablement à d'autres, par le biais du langage fondamentalement, hein, la raison c'est le logos des Grecs, hein, c'est la raison, c'est la parole, c'est d'abord la parole. Hein. Je peux m'accorder avec d'autres parce que je suis un être de parole, j'échange des paroles avec d'autres hommes et je dépasse les conflits, les oppositions pour m'accorder au terme d'un échange de paroles. Socrate a tout formalisé là-dessus, hein, dans sa technique de dialogue mise en scène par Platon, dans les écrits de Platon. Donc, c'est la raison, évidemment, qui me permet cet accord avec d'autres hommes et qui me permet de construire une société organisée. On retrouve ce qu'on a vu avec Hobbes tout à l'heure, hein, c'est-à-dire de nous accorder sur des règles. Encore une fois, ces règles sont évolutives, hein, et Spinoza le dit dans son traité théologico-politique. Il se peut très bien qu'une règle, à un moment donné, ne nous convienne plus. Il se peut même que le Léviathan, c'est le langage de Hobbes, ou la République, c'est le langage de Spinoza, se trompe, hein, et que nous soyons obligés d'intervenir pour faire évoluer la loi avec d'autres hommes de raison, parce qu'à un moment donné, le dirigeant est un humain, hein, qui peut agir non plus suivant sa raison, mais suivant ses passions ou ses intérêts propres. Hein. Bon. Donc, tous les cas de figure se présentent. Mais la grande idée de Spinoza, c'est que la raison nous permet de nous accorder avec d'autres hommes, des hommes de même nature, parce que c'est vraiment notre identité profonde, c'est cette raison qui est présente en chacun de nous. C'est la première phrase du discours de la méthode, bien entendu, que Spinoza a lu et relu. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Bon, le bon sens, c'est un des autres noms de la raison. Donc, quand ces individus se joignent, ils composent un individu 2 fois plus puissant que chacun pris séparément. Donc, on a cette très belle idée que la vie en société est une augmentation de ma puissance. Donc, on va à l'inverse du préjugé et de l'impression première dont je parlais tout à l'heure. J'ai l'impression, pensons à l'enfant, à l'éducation de l'enfant, on va lui imposer des contraintes, on va émettre des interdits, il a envie de planter ses canines dans la joue de sa petite sœur, et ben il va falloir qu'il apprenne que non, ça se fait pas. Bon, donc l'éducation, c'est une série de restrictions, de contraintes, etc. Bon, mais Hobbes est passé par là pour nous dire que celui qui a envie de satisfaire sa pulsion de violence est très présent à l'esprit le fait qu'il pourra demain matin être victime d'un être un peu plus fort que lui. Bon. Alors là aussi, il y a un exemple que j'ai souvent pris, je vous le donne tel que je l'avais formulé. Il nous arrive à tous, il nous arrivait. Maintenant, l'exemple est plus perturbant pour nous parce que nous sommes passés du côté de la victime. Enfin,
Quand j'avais 40 ans, je prenais l'exemple suivant. Hein. Je suis au distributeur de billets. Il y a une petite mémé de 85 ans, aux jambes flageolantes, qui retire, à l'époque c'était des francs, hein, une grosse somme. Bon, j'ai des problèmes de fin de mois. C'est vrai qu'un petit croc en jambe est tentant, ça pourrait régler mes problèmes pendant quelques semaines. Bon, donc je fais ce croc en jambe, je lui prends ses billets de banque, mais au coin de la rue, je vais tomber sur un gros malabar qui va me donner un grand coup de batte de baseball et qui va m'envoyer aux urgences et qui va s'emparer des billets que j'avais piqués à la sueur de mon front. Et ce gros malabar va rentrer dans sa cité et va se faire taillader au cutter par le chef de la cité, etc. Voilà, donc ceci pour dire, voilà, c'est toujours très provisoire. Et là encore, puisque tout à l'heure j'évoquais les rapports de Hobbes et de Rousseau, bon, là encore, ça m'a toujours fasciné. Bon, Rousseau fait de Hobbes son grand adversaire. Il a bâti sa théorie politique contre Hobbes. Il en a fait son adversaire privilégié. Hobbes n'était plus là pour se défendre. Il était mort depuis plus d'un siècle. Bon. Or, ce qui m'a toujours fasciné, c'est l'extraordinaire proximité de la plupart des thèses de Rousseau par rapport aux thèses de Hobbes. Il en fait son adversaire alors qu'il pique la plupart de ses idées. Bon. Une des phrases les plus célèbres de Rousseau dans le contrat social, au début du contrat social, c'est la suivante. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Vous avez tous entendu cette phrase. Pour être toujours le maître. Ça veut dire que les rapports de force sont ponctuels. À l'instant T, il y a quelqu'un qui est « je suis plus fort que mon voisin, je peux utiliser ma force ». Oui, mais à l'instant T plus 1, il y aura quelqu'un de plus fort qui va utiliser sa force. Et à l'instant T plus 2, il y a quelqu'un qui sera plus fort que le plus fort. Rien ne peut s'installer de durable, de solide dans un état de nature qui est un état d'anarchie. Hobbes l'a décrit ainsi. Alors certains ont dit c'est parce qu'il a vécu la Révolution anglaise. Bon, sans doute, mais il a eu le mérite d'extrapoler à partir de là. Alors, il faut ajouter une nuance importante, et là je reviens vers Hobbes. Si vous voulez, je suis obligé de vous parler de Hobbes, parce que il a été plus loin que Spinoza, et Spinoza lui a tout emprunté, et le reconnaît, et l'admet avec beaucoup d'honnêteté. Ce que Hobbes comprend, le premier, c'est que ces rapports de force, qui chez les humains serait source d'anarchie, parce qu'il y a toujours un plus fort que le plus fort et un plus fort que le plus fort que le plus fort. Donc rien ne peut se stabiliser, c'est une menace permanente, c'est un enfer, c'est la guerre de tous contre tous, bellum omnium contra omnes, bon, ce sont des formules célébrissimes. Bon. Et certains ont du mal à comprendre qu'il y a un ordre naturel. Et Hobbes répond magnifiquement. Pourquoi chez les animaux les choses se passent différemment ? Ben pour une raison très simple, c'est qu'il y a des rapports de force qui sont des rapports de force stables. Dans la horde de singes, vous avez un gros mâle dominateur de 180 kilos, hein, qui fait la loi, qui pique les bananes des autres, ou qui se fait épouiller par les autres. Le petit mâle de 80 kilos, il ne va pas lui chercher des noises, hein. Il a un sens de la survie. Moi, je vous garantis que si je suis réincarné dans une horde de singes, jamais je ne m'attaquerai au mâle de 180 kilos. Hein. Je tiens à ma vie. Bon, donc je prenais les poules tout à l'heure. Bon, hein. Donc dans les groupes animaux, vous avez des rapports de force. Alors par moment, Konrad Lorenz c'est un homme admirable qui, dans son livre L'agression, qui est un chef-d'œuvre du XXe siècle, a tout dit sur le sujet. Peut-être que mon gros mâle dominateur de 180 kilos, il va vieillir, il va avoir un peu d'arthrose, hein, et à un moment donné, il va y avoir une lutte pour la succession. Hein. Le petit mâle qui osait jamais s'attaquer à lui, il a pris des biceps, il a fait un peu de muscu, il va le défier, il va devenir le nouveau chef de la horde. Bon, mais on a des rapports stables. Bon. Chez l'homme, non. Pourquoi ? Parce que nous sommes des animaux intelligents, parce que nous sommes des animaux outillés. David peut tuer Goliath. Tout est dit dans la Bible. Bon. Le plus faible peut tuer le plus fort. Ça, c'est une formule de Hobbes. Bon. L'homme est tel que le plus faible peut tuer le plus fort. J'ouvre au Varmatage. Une petite femme de 45 kilos vient de tailler la jugulaire à coups de rasoir à son mec de 150 kilos qu'il a tabassé. Ouais, oui, on peut le faire. Et là, j'ai toujours dit la chose suivante. Freud a complètement déliré en imaginant la horde primitive avec un gros mâle dominateur, etc. Il délire.
J'imaginais tout à l'heure que j'étais réincarné dans l'ordre de singes. Maintenant, je vous propose mon deuxième délire préféré. Je suis réincarné dans la horde primitive, hein, avec ma morphologie actuelle. Hein, et il y a un gros mâle dominateur, un joueur de rugby du RCT qui s'est accaparé les femmes et tout. Mais qu'est-ce que je fais? Il dort la nuit, mon gros mâle dominateur. Je vais lui tailler la jugulaire d'un coup de silex. Hein. Qu'est-ce que c'est ces histoires de gros mâles dominateurs? Ça n'existe pas chez l'homme. Nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Parce que nous sommes armés. Depuis 4 millions d'années, nous sommes armés. Hein. On a taillé des pierres. Depuis 4 millions d'années, on a taillé des silex. On a fabriqué des armes. Donc ce qui vaut chez le singe ne vaut pas chez l'homme. Bon. Les hommes sont égaux. Donc cet état de ce monde de rapport de force qui, chez les animaux, donne un monde équilibré, chez les hommes, donne l'anarchie. Et là, il y a un piège culturel, chez nous, en particulier chez nous autres Français. Ce piège culturel a un nom, il s'appelle Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine décrit la jungle. Mais on oublie que la jungle qu'il décrit, en prenant pour exemple des animaux, c'est la jungle humaine. Il ne parle pas des rats ou des lions, il s'en fout des rats et des lions, La Fontaine. Il parle des nobles, il parle de Louis XIV, il parle de ses contemporains. Donc c'est un piège terrible ça, parce que, rappelez-vous le loup et l'agneau, vous en avez pleuré comme moi quand vous étiez enfant. Bon, on a l'impression que chez les animaux, c'est la sauvagerie. Non, il y a un ordre animal. Et dernier exemple que je vous donne, et c'est le plus beau celui-là, sur la perfidie de Jean-Jacques Rousseau. Hein, Jean-Jacques Rousseau qui s'attaque à Hobbes, en fait reprend toutes les idées de Hobbes, et dans un très beau livre de Rousseau qui s'appelle L'essai sur l'origine des langues, qui n'a pas été publié mais qui est magnifique, Rousseau écrit cet oxymore absolument sublime, un des plus beaux qui ait jamais été écrit par un philosophe: partout régnait l'état de guerre et toute la terre était en paix. Et en paix. C'est sublime. Partout régnait l'état de guerre et toute la terre était en paix. De quoi parle-t-il? Mais il parle de l'état de nature de Hobbes. Chez les animaux, tant que l'homme est encore un animal, ponctuellement, oui, il y a un conflit, ponctuellement, mais tout va bien, tout est paisible, ça se passe bien. C'est l'homme qui vient tout dérégler, hein, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est rusé, parce qu'il est outillé, et que des hommes qui veulent régler leurs problèmes par la force ne peuvent pas créer quelque chose de stable. Les animaux, oui. Les animaux y arrivent parfaitement. L'homme ne peut pas. Hein, bon. Donc, l'homme ne le peut pas. Et donc, la grande idée hobbésienne, c'est que, comme il a un instinct de survie, cet homme, comme tous les animaux, et qu'il a un brin de raison, pas beaucoup, il suffit d'un brin de raison, il se rend compte que cet état est infernal, qu'il est menacé de mort à chaque instant, que rien de stable, il peut posséder, oui, il peut posséder 5 minutes jusqu'à ce que quelqu'un s'empare de ce qu'il vient de posséder. Bon, donc rien n'est stable, rien ne peut durer, ma survie est menacée à chaque instant. Donc ces hommes ont l'intelligence de se rassembler, de se réunir, et de renoncer à l'usage de la force. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que le premier problème politique, c'est l'usage de la force. Hein. Il faut avoir horreur de la violence physique. Hein. Moi, je crois qu'on n'est pas civilisé tant qu'on n'a pas horreur de la violence physique. Ça devrait être l'interdit absolu dans nos sociétés. C'est l'horreur des horreurs. C'est le retour à l'état de nature. Bon, donc j'ai souvent participé à des combats féministes contre les mecs qui tabassent leurs femmes, etc. Je suis un ennemi acharné de la violence physique depuis mon enfance, d'ailleurs. Ça n'a pas été philosophique chez moi. C'est un rejet presque instinctif. Donc, Hobbes a bien compris les choses. Les hommes ont cette intelligence qui font qu'ils vont renoncer à... C'est tentant l'usage de la force. Je reprends mon exemple tout à l'heure. Cette petite mémé là, de 85 ans aux jambes plageolantes qui vient de retirer une grosse somme, s'emparer de son sac à main. Je reconnais que c'est tentant. Hein, bon. Mais non, parce que un autre plus fort que moi va s'emparer de ce que je lui ai volé, et ainsi de suite à l'infini. Et on est dans un monde infernal. Bon. Donc je renonce à l'usage de la force, et je décide d'entrer dans... Je renonce pas à mes désirs du tout. Hobbes, je le montrerai à la Garde au mois d'octobre, dans mon Thémar 2014, avec Raphaël Enthoven. Hobbes, au contraire, montre que le désir était proprement humain, et qu'il ne faut surtout pas renoncer à ses désirs. Mais j'essaye dorénavant de satisfaire mes désirs dans un jeu réglé, où la force est totalement prohibée, où il y a des règles du jeu,
Hein, et nous allons nous installer dans ce monde-là. Voilà la théorie de Hobbes. Donc, vous voyez, Spinoza est très très proche ici. Hein, et donc, comme Hobbes, il pense que rentrer dans cette société, c'est-à-dire dans ce jeu réglé, c'est pas une perte de puissance, ce qui est l'argument un peu anarchisant qui est souvent développé. Non, c'est un accroissement de puissance. Hein. J'augmente ma puissance d'agir. Quantité de choses deviennent possibles, c'est-à-dire une possession stable, c'est-à-dire développer des capacités. Autrement dit, l'état de société est infiniment plus épanouissant, plus dynamisant, plus enrichissant que l'état de nature, hein, bon, qui ne nous satisfait que dans nos fantasmes, ou dans nos délires, ou dans nos rêves nocturnes. Hein. Bon, non, dans le réel, je vous rappelle la belle définition que donnait Lacan du réel. Hein, il n'a pas dit que des sottises, le grand Lacan. Hein. Le réel, ça cogne, disait Lacan. Ben voilà, tout est dit, hein. Le réel, ça cogne. Hein. C'est dur, le réel. Bon, hein. Comment? Oh là, alors ça, c'est un autre... Je ne vais pas vous répondre, hein, désolé, mais ça nous mènerait beaucoup trop loin. Disons que... Non, mais le désir est la partie purement humaine. Hein, bon. L'erreur des philosophes, c'est d'abord animaliser le désir. Les animaux, ils n'ont pas de désir. Ils ont des besoins. Hein. La lionne est allée attaquer une gazelle, elle la ramène dans la horde. Bon. Elle ne cherche pas à augmenter son tableau de chasse et à passer d'un matin. Hein. Bon. L'homme, c'est l'être qui en veut toujours plus. Hein. Toujours plus de possession, toujours plus de capacité. Bon. Et là, Hobbes, c'est très mal compris parce qu'on a réduit ce toujours plus chez Hobbes, c'est un désir de possession, non, et un désir de domination, non. Mon désir est rarement un désir de domination. Hobbes pense qu'on n'a pas un grand désir de domination. La domination ne nous apporte pas, sauf peut-être chez certains êtres un peu pervers et un peu tordus, la domination ne m'apporte pas de grande satisfaction. Hein. Je domine quand je suis en concurrence, effectivement, à un moment donné, parce que je vise un objectif qui est le même que mon voisin. Alors à ce moment-là, il peut y avoir effectivement un conflit, réglé, mais un conflit. Mais l'idée hobbésienne, et moi je la partage depuis toujours, cette idée, qui sépare certaines philosophies politiques d'autres philosophies politiques, c'est que nous ne sommes pas obsédés par la domination. Non, ce qui m'intéresse, c'est d'accroître ma puissance. Mais ma puissance, c'est ma puissance d'agir. Il y a une formule de Hobbes qui a été particulièrement source de contresens. Hobbes dit, c'est une phrase merveilleuse d'ailleurs que je trouve extraordinaire, il y a chez tout homme, c'est dans le Léviathan, un désir perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir. Désir qui ne cesse qu'à la mort. Hein. Il y a chez tout homme un désir naturel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir, désir qui ne cesse qu'avec la mort. Que veut dire Hobbes? Et on a complètement déliré sur le mot pouvoir. D'acquérir puissance après puissance, c'est ça que veut dire hein, le pouvoir de la phrase de Hobbes. C'est pas le pouvoir sur, c'est le pouvoir de. Et vous avez presque une définition de la mort. Je meurs quand j'ai plus de désir, quand j'ai plus rien, je pense qu'il n'y a plus rien d'intéressant à acquérir. Bon. L'homme de mon ami Marcel Sconche, qui a 80 ans a appris le chinois pour traduire le Tao Te Ching, eh ben, il avait du désir. Hein. Bon, il a tellement eu de désir qu'il allait rejoindre une jeune femme en Corse. Bon, ça, là, c'est un autre débat. Hein. Bon, mais voilà, non, pouvoir de. Oui, non, il ne s'agit pas d'être... Les Égyptiens, pour faire les pyramides, oui. Non. Alors là, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas être naïf. Nietzsche ne l'est pas, et Hobbes ne l'est pas, et Spinoza ne l'est pas. Nous ne sommes pas dans un monde idyllique où nous allons satisfaire nos désirs dans le peace and love généralisé. Il est vrai que la poursuite de nos objectifs peut nous mettre, et nous met assez régulièrement en conflit et en concurrence. Voilà. Mais il faut que le combat soit juste. Hein. C'est ce que dit un sociologue que j'aime bien, qui est Ehrenberg, qui a développé tout ça. En montrant effectivement que et c'est ce qu'avait dit le grand Louis Dumont, qui est une de mes idoles, hein, quand Dumont oppose l'Orient et l'Occident, il dit, ben oui, en Orient il y a une hiérarchie,
l'homme qui était dans la caste des intouchables, même dans ses rêves les plus fous, il rêvait pas de devenir brahman, hein, il savait qu'il était intouchable et que ses arrière-grands-parents étaient intouchables et que les arrière-petits-enfants seraient intouchables, bon, et puis c'était comme ça. Bon, l'Occident est égalitaire, mais du même coup, l'Occident refuse, enfin il refuse pas depuis longtemps, mais il refuse depuis qu'on délire, c'est-à-dire 2 ou 3 siècles, hein, il refuse l'idée que l'égalité c'est la concurrence. Alors moi je vous redonne ma métaphore préférée, il y a 3 courses du 100 mètres, hein, il y a celle dans laquelle la course aristocratique, le tiers-état dans les starting blocks, le clergé sur la ligne des 80 mètres, et les aristocrates à 99 mètres 50. D'accord? On donne le coup de pistolet, l'aristocrate il se laisse tomber sur le fil, il a gagné. Est-ce qu'il y a un membre du tiers-état qui a l'idée qu'il pourrait quand même gagner la course? Il faut le soigner, hein. Bon, il n'y a pas de course. D'accord? Pas de course. Hein? C'est l'Inde archaïque ou c'est la société aristocratique. Après, il y a les systèmes totalitaires. Tous ensemble sur la ligne de départ, tous ensemble aux 50 mètres, tous ensemble aux 80 mètres. Qu'il y en a un qui a un pas d'avance, on lui coupe la tête ou on lui taillade le talon d'Achille à la tronçonneuse. Tous ensemble, voilà. Bon. Ça, c'est le système totalitaire socialisant. Et puis, il y a la course démocratique. On est tous dans les starting blocks. Et il y en a un qui va gagner, et puis il y en a un qui va être dernier, et c'est dur, et il faut l'accepter. Bon. Je vous redonne une phrase que je vous ai donnée souvent, parce que ça fait partie de mes best-sellers que j'adore, c'est Orwell, le grand George Orwell, qui a cette phrase fabuleuse, « L'ennui avec les compétitions, c'est que quelqu'un les gagne. » Merveilleux, merveilleux. C'est ennuyeux. Est-ce qu'il faut supprimer les compétitions pour autant? Eh bien non, non. Et Renberg, qui est un bon sociologue que j'aime beaucoup, qui avait écrit Le culte de la performance il y a une vingtaine d'années, bon, nous dit non, on aime bien la compétition, bon, mais on n'aime pas perdre. Eh oui, mais on n'aime pas perdre. Vous pensez que cette théorie, elle déraille un peu au moment où elle exclut complètement le respect? Ah oui, mais complètement. Non, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Enfin, ça, vous avez tout à fait raison. Non, je ne fais pas de Hobbes ou de quelqu'un qui aurait tout dit. Il manque des dimensions importantes. Vous avez parfaitement raison. Hein. Et au fond, ce système, cette troisième course, si vous voulez, que j'appelle la course démocratique, elle est très récente finalement. Bon, bon, et donc elle est encore un peu à inventer. On n'a pas peut-être trouvé tous les paramètres pour que. Donc, parmi les paramètres qu'il faut ajouter, et je vous rejoins totalement, il y a le respect. Hein, il y a le respect à l'égard de celui qui perd, hein, c'est essentiel, bien entendu, vous avez entièrement raison là-dessus, tout à fait d'accord. Hein. Non, mais je suis tout à fait d'accord, absolument, le respect, tout à fait important. Alors on passe à la 35, la proposition 35, et son corollaire et son scoli. Donc, je la retrouve dans la mesure seulement, où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent toujours nécessairement en nature. Bien. Alors, ça c'est évidemment une phrase très forte et en même temps qui fait débat. Bon. C'est une phrase qui n'a pas fait débat jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et peut-être même du XIXe, et qui a commencé à faire un peu débat au XXe. C'est-à-dire qu'on était persuadé, c'était une belle croyance, une belle conviction, que la raison, c'était l'universel. C'était ce qui nous rassemblait, c'était ce qui empêchait justement toutes les formes d'exclusion. Hein. Bon. Donc, grâce à la raison, nous nous accordons. Hein, c'était la faculté qui nous permet de nous accorder. Et en développant la raison, on était persuadé qu'on allait vers un monde meilleur, plus fraternel, où chacun comprenait qu'il augmentait sa puissance en même temps que les autres augmentaient la leur, etc. Il s'est passé au XXe siècle un certain nombre de drames, et l'un de ces drames en particulier, le drame des drames, ça a été le nazisme, et du même coup, la question se pose de savoir s'il suffit d'augmenter. Est-ce que les Allemands sont devenus les adeptes du nazisme et les fidèles de Hitler parce qu'il manquait de raison, parce qu'il manquait d'instruction, parce qu'il manquait de connaissances,
la position est difficilement soutenable. C'était un des peuples les plus raffinés, les plus cultivés de toute l'Europe. On a ces exemples célébrissimes d'Allemands qui lisaient Kant ou Schopenhauer, qui jouaient du violon et qui envoyaient ensuite des milliers de personnes aux chambres à gaz. Donc je vous renvoie au livre un peu culte de Georges Steiner, pardon, pas Joseph. Des Steiner, il y en a 5 ou 6, donc c'est un peu compliqué, tous aussi brillants. Donc Georges Steiner a écrit un livre magnifique qui s'appelle Dans le château de Barbe Bleue, que vous connaissez peut-être. C'est un des grands best-sellers du XXe siècle. Et Georges Steiner est celui qui a été parmi les premiers à dire « Nous ne pouvons plus, malheureusement, partager l'idéal des Lumières. Nous savons aujourd'hui que la raison ne suffit pas, et donc que la raison ne nous met pas à l'abri des dérapages et des monstruosités telles que celle qui s'est produite au milieu dans la première moitié du XXe siècle. La raison ne suffit pas. Donc Spinoza appartient encore à cette génération qui est persuadée que la raison est vraiment l'instrument qui suffit, au fond, à nous entendre. Ce qui est un peu étonnant, dans la mesure où, je vous l'ai dit et répété, Spinoza est à la fois évidemment un hyper-rationaliste, mais il a une place tout à fait à part. C'est un hyper-rationaliste qui accorde une place importante à l'affectivité, aux sentiments et aux passions. Il y a de bonnes passions chez Spinoza, il y a l'amour intellectuel de Dieu, on en parlera dans quelques semaines. Donc Spinoza, au fond, aurait pu, on aurait été tenté d'attendre de la part de Spinoza qu'il ajoute dans les conditions du vivre ensemble, du bien vivre ensemble, des éléments émotionnels. Il aurait été bien placé pour le faire. Mais peut-être que le moment n'est pas venu, peut-être c'est encore un peu tôt au XVIIe siècle pour aller dans cette direction-là. Donc il ne compte au fond que sur la raison, sur le langage, sur la rationalité, avec bien entendu des arguments qui ne sont pas négligeables. L'argument des arguments étant les mathématiques. Pourquoi les mathématiques? Parce que, quelle que soit votre religion, vos convictions politiques, quand vous assistez dans un cours de maths à la démonstration du théorème de Pythagore, vous êtes obligé de rendre les armes et de dire qu'effectivement, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, et qu'il n'y a aucune possibilité, et que ce théorème n'est pas de droite ou de gauche, il n'est pas musulman ou chrétien, il n'est pas européen ou asiatique. Et on est fasciné par la façon dont les scientifiques peuvent se retrouver dans des congrès et arriver à s'entendre et à dialoguer par-delà toutes les barrières. Je vous renvoie au beau livre de Michel Serres, un des plus anciens, mais peut-être un des meilleurs, qui s'appelle L'origine de la géométrie, qui est un livre magnifique où Michel Serres montre que ce qui a fasciné les Grecs quand la géométrie est apparue, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'au fond, ça servait à rien, la géométrie. On l'a pas développée parce qu'elle était utile. Pendant longtemps, elle a servi vraiment à rien. C'était un pur jeu intellectuel. Mais Michel Serres pense, sans doute avec raison, que ce qui a fasciné les Grecs, c'est que pour la première fois, on avait un discours, je dirais, qui était plus ancré dans quoi que ce soit de religieux, de culturel, de local. On est au-delà de toutes les différences qui peuvent exister entre les hommes. Et ça, c'est évidemment un argument qui reste relativement valide et qu'on retrouve ici chez Spinoza. Donc la raison, c'est vrai, on en a la preuve à travers la science et les mathématiques en particulier. C'est ce qui nous permet de nous rejoindre, de nous rassembler, de nous réunir par-delà nos différences, et de construire ensemble quelque chose qui est à l'abri justement des particularités. Alors là encore, cet universel fait débat aujourd'hui. Mon ami Jean-François Mattei a écrit de beaux livres à ce sujet. L'Europe était le continent qui, par hasard ou par destin, avait été en charge de défendre cet universel et de le diffuser. Le drame, c'est qu'en diffusant l'universel, il s'est montré en même temps conquérant et colonisateur, et que lorsque le colonisé, c'est ce qu'avait dit Finkielkraut avec talent dans La défaite de la pensée, un de ses meilleurs livres, quand le colonisé a rejeté le colonisateur, sans s'en rendre compte, il a rejeté les particularités du colonisateur, et il a bien fait. On ne voit pas pourquoi on obligerait des hommes à s'habiller d'une certaine manière ou à apprendre des choses qui ne sont pas du tout utiles à l'intérieur de sa propre culture, mais il a rejeté en même temps l'universel qu'on lui avait apporté.
Et donc il s'est crispé sur ses particularités. Finkielkraut, dans La défaite de la pensée, cite un texte admirable que j'ignorais, d'un intellectuel algérien qui avait participé au combat du FLN et qui dit, au fond, nous sommes piégés nous-mêmes. Nous avons brandi notre particularité contre le colonisateur sans nous rendre compte qu'en même temps nous nous enfermions dans nos propres limites, dans nos propres archaïsmes. Et donc aujourd'hui vous avez toute cette querelle autour de l'universel. Jean-François Matthéis en fait le défenseur acharné. C'est pas parce que l'universel est apparu en Europe qu'il est européen. Il est précisément universel. Bon. Et donc aujourd'hui vous avez tout un discours relativiste qui a ses mérites par ailleurs. Bon, moi je suis pas hostile du tout à toute une partie des thèses relativistes, mais qu'il faut quand même manier avec précaution. L'universel avait ceci de merveilleux qu'il nous rassemblait et qu'il permettait de nous réunir au-delà de nos spécificités, et que, jusqu'à preuve du contraire, il est le seul à le faire. Bon. Jamais la religion ou l'art ou la politique ne nous réunira. Ce qui peut nous réunir, c'est la véritable universalité. S'attaquer à l'universalité, c'est s'attaquer en même temps à ce qui nous permet de nous rassembler. Donc vous avez le premier corollaire, il n'est donné dans la nature aucune chose singulière qui soit plus utile à l'homme qu'un homme vivant sous la conduite de la raison. Alors c'est à la fois une remarque individuelle et collective. Entouré d'êtres de raison, ma raison se développe. Bon, c'est l'éducation. Donc j'augmente ma puissance. Or ma puissance, elle tient à la raison. La nature m'a donné des propriétés, des qualités, et parmi ces qualités qui sont spécifiques et qui sont originales et qui me définissent, il y a sans doute la raison. Donc développer la raison, c'est développer sa nature. Et il n'y a aucune opposition, il n'y a aucun clivage chez Spinoza entre nature et culture, etc. Ce serait d'ailleurs un argument, une quatrième raison, je l'ajoute, avec un retard scandaleux, et je vous demande de me le pardonner. J'aurais dû ajouter cette quatrième raison au début de mon exposé. Pourquoi Spinoza se met-il à parler politique? Il y a une quatrième raison. C'est que chez Spinoza, il n'y a plus du tout de place pour une opposition entre nature et société, entre nature et culture. Tout est nature. Donc la société fait partie de la nature. Nous ne nous séparons pas de la nature quand nous créons une société. Nous accomplissons notre nature. Et nous accomplissons même le meilleur de notre nature. Donc ça, c'est très original chez Spinoza. Tous les clivages sur lesquels beaucoup de philosophies s'étaient construites, opposant le naturel et le culturel, jouant sur toutes ces oppositions, tout cela s'écroule au fond chez Spinoza. Une société, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Bon, ça fait partie de la nature. Tout ce que nous faisons fait partie de la nature, nos constructions. Donc il s'agit de repenser le monde humain à l'intérieur de la nature, et pas dans une opposition factice, comme si nous étions hors nature, comme si... Alors, il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour des questions écologiques par rapport à ces questions. Michel Serres, puisque je viens de le citer, je le cite une nouvelle fois, m'avait beaucoup marqué quand j'étais étudiant à Nice et qui venait nous faire de belles conférences. Michel Serres avait fait la remarque suivante. La vieille montre à ressort et à aiguille, elle donnait l'heure, mais elle donnait l'heure de façon assez artificielle, puisqu'elle utilisait des rouages, toutes sortes de mécaniques. On est dans la vision cartésienne des choses, on produit une mécanique qu'on ne trouve nulle part dans la nature, et qui permet de donner un repère naturel, lui, qui est l'heure qu'il fait. Et Michel Serres disait, mais regardez, une montre à quartz, parce qu'à l'époque c'était le début des montres à quartz, une montre à quartz c'est beaucoup plus naturel qu'une montre mécanique, puisque j'utilise une pulsation de la matière que je n'ai pas inventée pour avoir l'heure exacte. Autrement dit, on va vers la nature. Nos progrès technologiques
dont on dit très souvent qu'il nous éloigne de la nature, est-ce qu'au contraire, il ne nous ramène pas vers la nature? Une montre à quartz est beaucoup plus naturelle qu'une montre à aiguille. Bon. Et donc, il se pourrait que les évolutions technologiques de l'humanité nous apparaissent comme naturel et allant beaucoup plus dans le sens de la nature que le moment peut-être un peu artificiel que nous avons traversé avec la mécanique, avec les outils, etc. Bon, c'était une très belle idée de Michel Serres. Je ne sais pas si ensuite il l'a reprise dans d'autres ouvrages. Donc tout est naturel, effectivement. Hein, tout est naturel et donc la société est naturelle et donc on retrouve ici vraiment un discours majeur. Cette société naturelle, elle permet de développer mes qualités elles-mêmes naturelles. Hein, et vous avez cette formule souvent citée, apparemment empruntée à Hobbes, mais enfin où Hobbes avait dit quelque chose de très approchant dans le Scoli, l'homme est un dieu pour l'homme. Alors évidemment, cette formule, elle donne l'impression à ceux qui ont lu Hobbes qu'il prend le contre-pied de Hobbes. La formule de Hobbes qu'il a empruntée à Plaute, hein, il ne l'a pas inventée. Homo homini lupus. Hein, l'homme est un loup pour l'homme. Bon, image, très mal choisie. Hein, bon, il a utilisé cette image parce que le loup est un animal social, hein, donc c'est une mauvaise image. Loup pour l'homme, c'est une erreur. Hein, c'est une erreur de métaphore. Bon, l'excuse de Hobbes, c'est qu'elle était célèbre. L'image avait été créée par Plaute, et donc il la reprend parce que elle est bien connue. Mais effectivement, Hobbes voulait dire par là que l'homme, comme on le disait tout à l'heure, hein, animal de désir, s'il est soumis à son seul désir et à sa seule force, il est impitoyable pour tous ceux qui l'entourent. Hein. Bon, parce que dans la nature, on va y venir rapidement dans les dernières minutes qui nous restent, il n'y a ni bien ni mal, ni juste ni injuste. Hein. Bon, c'est avec la société que nous allons créer ces règles que nous appelons le bien, le juste, etc. Il n'y a pas de bien naturel, il n'y a pas de juste naturel. La lionne n'est pas injuste quand elle se jette sur l'antilope, qu'elle lui brise les cervicales. Hein. Il n'y a pas d'injustice dans la nature. Bon. Donc Hobbes avait beaucoup insisté là-dessus et Spinoza le reprend. Donc on pourrait avoir l'impression qu'en disant l'homme est un dieu pour l'homme, il prend le contre-pied de Hobbes. Pas du tout, pas du tout. Hobbes n'est pas du tout gêné par l'idée que l'homme soit... simplement, il faut replacer les choses dans leur contexte. Dans un état de nature, l'homme serait un loup pour l'homme. Dans un état de société, l'homme devient un dieu pour l'homme, c'est-à-dire que chacun est soumis aux mêmes règles que tous ses semblables, renonce à l'utilisation de la force physique, aux ruses, hein, et décide de rentrer dans un jeu réglé dans lequel chacun va se développer. Il y a des phrases de Hobbes que j'ai souvent citées. Il y a une phrase très très belle, mais je la cite de mémoire, où Hobbes dit que le bon souverain est celui qui augmente la puissance et le bonheur de chacun de ses citoyens. Autrement dit, on est au contraire d'un État qui écrase. Hein, bon. L'intérêt, il va plus loin, il dit l'intérêt du Léviathan, c'est d'augmenter la puissance. Donc c'est très beau comme idée. Hein, alors on retrouve Hannah Arendt. Bon, prenez un exemple très simple, c'est la censure. Un État qui censure est un État faible. Et Hegel l'avait dit lui aussi au début du 19e. Un État fort n'est pas inquiet parce qu'on le caricature, parce qu'on écrit des pamphlets, bon, il est au-dessus de tout ça. C'est quand l'État devient faible qu'il est terrorisé à l'idée qu'il peut y avoir une caricature, un pamphlet qui le déstabilise. Donc Hannah Arendt a raison, les États totalitaires sont des États particulièrement faibles. Hein, bon, un État qui envoie au goulag le premier qui ouvre la bouche, c'est un État faible. Il ne faut pas appeler ça un État fort. Hein. Un État fort, c'est celui qui bénéficie du consentement général et qui justement peut tolérer facilement les petites marques d'humeur des uns et des autres, les caricatures, les pamphlets, ça ne l'ébranle pas. Hein. Un État qui est ébranlé par la libre opinion, on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur la liberté d'expression, il ne se sent pas atteint par toute manifestation de la liberté d'expression, même s'il faut la régler, comme vous le disiez très justement tout à l'heure. Hein. Alors on fait un grand bond en avant et on termine avec la 73. Qui est en fin de livre. L'homme qui est dirigé par la raison est plus libre dans la cité, où il vit selon le décret commun, que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. Là, on a une traduction, mais vraiment fidèle, un résumé même du Léviathan de Thomas Hobbes. Hein. Cet homme est plus libre. Autrement dit,
de même qu'on parle on a l'impression d'une diminution de notre puissance quand nous vivons en groupe, on a l'impression d'une diminution de liberté. Je veux dire, on a surtout l'impression d'une diminution de liberté. Je perds une part de ma liberté. Je renonce à une part de ma liberté. Mais quelle liberté? La liberté capricieuse, la liberté violente. Bon. Mais j'augmente ma liberté, c'est-à-dire ma capacité d'agir, de développer des capacités. Bon, il n'y a que la société qui peut me donner cette occasion de développer tout cela. Hein. Et donc, vous avez évidemment un développement sur l'état de nature. Alors, je reviens cette fois un peu en arrière. Dans la proposition 37, nous avons le SCOLI 2, qui est, donc je ne le développe pas parce que je vous ai beaucoup parlé de Thomas Hobbes, qui est vraiment la reprise des grandes idées de Hobbes. Hein. Je lis la fin du SCOLI 2. Dans l'état naturel, nul n'est du consentement commun seigneur d'aucune chose. Il n'y a rien dans la nature qui puisse être dit la chose de l'un ou de l'autre, donc il n'y a aucune propriété n'est possible, durable, hein, puisque c'est la force qui règle tout, et on aura toujours un plus fort que le plus fort. Tout appartient à tous. Par suite, dans l'état naturel, on ne peut concevoir de volonté d'attribuer à chacun le sien, d'enlever à quelqu'un ce qui est à lui. C'est-à-dire que dans l'état naturel, il n'y a rien qui puisse être dit juste ou injuste. C'est mot à mot ce qu'avait dit Hobbes. Bon. Dans l'état de nature, il n'y a ni bien, ni mal, ni juste, ni injuste. Hein. Nous projetons naïvement dans l'état de nature chez les animaux nos notions de bien et de mal. Ce sont des notions politiques. Hein. Donc il y a ce qui pose évidemment, qui pourrait poser un problème, mais Spinoza l'a réglé dans ses lettres au niveau de ce qu'on a appelé le péché originel, donc une sorte d'injustice à l'intérieur de l'état de nature, mais Spinoza a réglé le problème. Donc, il apparaît par là que le juste et l'injuste, le péché et le mérite sont des notions extrinsèques, non des attributs, qui expliquent la nature de l'âme. Mais assez sur ce point. Donc, vous avez un très bon résumé. Hein, si vous n'avez pas le temps de lire Hobbes, vous lisez attentivement ses propositions et le SCOLI de la proposition 37, et vous avez un résumé remarquable des thèses de Thomas Hobbes. Voilà, l'heure a tourné, donc bonnes vacances, et puis on se retrouve donc le 13 mars.